Chers amis, bonjour à toutes et à tous. Alors bienvenue à cette rencontre spéciale puisque j'ai deux invités spéciaux. Il s'agit de M. Ali Arras, désormais l'ex-prisonnier dans les prisons marocaines, mais aussi l'éternel militant dans le comité Fréali, Luc Vervat. Alors cela fait quelques années qu'on entend parler de l'affaire Ali Arras. Nous en avons entendu dans les médias, ou parfois de ses proches, et là on pense directement à la sœur de Ali Arras, Farida Arras, ou via le comité Fréali avec Luc Vervat. Et donc on a tous entendu une fois que Ali était victime de torture dans les prisons marocaines. Aujourd'hui, ce qu'on va essayer, c'est de comprendre un peu plus comment cela fait-il qu'un citoyen belge a pu facilement être extradé au Maroc, être torturé au Maroc, malgré les rapports d'ONG internationales comme Amnesty International, malgré les cris d'alerte d'associations comme, et là je pense directement à la Ligue des droits de l'homme, malgré le cri de plusieurs personnalités, soit politiques, soit académiques, ou soit de la société civile. Alors bonjour et un très très grand merci d'être là, Ali Arras. Merci beaucoup aussi Ali Vervat. Ali, comment allez-vous? Quel est l'état de votre santé aujourd'hui? Alors bonjour à tout le monde et merci de nous avoir invités pour cette occasion spéciale, comme vous avez dit. Ma santé, comme vous pouvez le voir, j'essaie de récupérer, surtout le côté psychique, le côté trauma. Le côté trauma, ça demandera des années peut-être. Et bien sûr, en parallèle, je suis suivi par plusieurs médecins spécialistes depuis mon arrivée à Bruxelles et encore aujourd'hui. Là maintenant, je suis sur la kiné et bien sûr aussi sur le côté trauma. Donc là, les deux en parallèle, je le vis, mais c'est surtout le côté traumatisme que me laisse des fois, qui me laisse s'endormir sans pouvoir avoir un très bon appétit et vivre une vie en liberté. En liberté parce que je ne me sens pas encore, comme je l'ai déjà dit, libre tant que justice n'est pas rendue. Et tant aussi que l'affaire ne soit pas dévoilée et éclaircie sur l'affaire de toutes les tortures qui m'ont été faites. Et là, ça m'aiderait peut-être de voir un peu plus clair et de respirer un autre oxygène que celui du traumatisme que je vis actuellement. Voilà, donc là c'est très difficile. Après le vécu de 12 années d'emprisonnement, d'isolement, sur la torture au quotidien, on ne peut pas dire que je me sens encore libre. Non. Donc j'essaie encore de trouver mes repères, de trouver surtout un horizon. Et c'est grâce surtout à cette solidarité qui s'est présentée et qui est présente encore aujourd'hui, et dans le passé bien sûr, par des gens généreux, solidaires dans cette affaire qu'est la mienne. Et ils sont là, ils marquent encore toujours présence. La preuve, c'est que Luc Vervat est toujours là présent, à témoigner et dévoiler toutes les vérités qu'ils essayent de nous cacher et de dévier la vérité à l'opinion publique. Et cela, on ne peut pas l'accepter. Absolument. Et vous avez mentionné aussi Luc directement ici, Luc Vervat.
On a pu voir durant des années que le comité Ali Arras a sensibilisé l'opinion publique sur la question. Et ce qui est important, c'est que ce comité ne s'est pas arrêté après la sortie de Ali de la prison. Donc vous continuez à l'accompagner parce qu'il en a besoin. Et donc si on reste sur ce point de l'état de la santé de Ali Arras, comment est-ce que, parce que je sais que vous êtes très très proche de lui, comment est-ce que vous le voyez, de quoi a-t-il besoin par exemple? Tout d'abord, merci pour l'invitation. Et je suis toujours content d'être aux côtés d'Ali, et maintenant en vrai, parce qu'on était à ses côtés pendant 12 ans, mais c'était plutôt quelqu'un qui était loin de nous, qu'on ne pouvait pas visiter, qu'on ne pouvait pas voir. Voilà. Donc c'est un bonheur d'un côté, un grand bonheur. Maintenant, nous on est content qu'Ali a survécu, c'est un survivant. Et on est content qu'il est là, qu'il est à nos côtés, qu'il peut témoigner maintenant à visage découvert sur ce qu'il a vécu. Ce que nous on a essayé de dire en criant dans les formes de désert, oui mais Ali, oui, cause toujours. Mais maintenant il est là, il y a les images, il y a son témoignage, il y a son vécu, et donc voilà, ça c'est extrêmement important pour la situation actuelle, comme Ali a dit, pour que justice soit enfin rendue. Donc ça c'est peut-être la première chose. Pour le reste, voilà, Ali a énuméré quelques points de ce que ça cause comme séquelle de vivre ce qu'il a vécu. Il y a la torture, il y a aussi les conditions de détention en général. Ali n'est pas un jeune de 20 ans non plus. Il y a eu tout l'aspect de l'isolement, de couper les gens de tout contact, non seulement au sein des prisons, mais aussi vers l'extérieur. Donc moi je pense que toutes les personnes qui lui ont écrit ces dernières années, jamais leur courrier est arrivé chez lui, donc parce que c'était le lockout, le blocage total. Donc voilà. Et j'ai un peu étudié des œuvres des psychiatres et des gens qui ont suivi des gens en isolement, et donc ça cause des séquelles pas uniquement au moment même. C'est des effets qui sont prolongés pendant souvent des années, qui causent qu'un être humain qui a subi ça, il est très difficile d'abord à retrouver sa place dans un monde qui bouge et de récupérer, donc trouver sa place déjà, mais aussi psychologiquement, l'effet de l'isolement, l'effet d'être torturé par des autres êtres humains quand même, ça peut causer plein d'effets psychologiques que tu portes avec toi. Et donc, avec nos avocats, on a fait aussi la démarche qu'il doit être pris en main par des spécialistes qui est leur spécialité, et les victimes de la torture. Et donc on attend, c'est une association qui est reconnue mondialement et qui est établie à Copenhague, et qui va effectivement prendre en main le cas d'Ali Arras pour faire un rapport complet sur sa santé psychologique, et qui sera aussi déposé à toutes les instances qui sont concernées. Là, depuis la sortie de Ali de la prison en 2020, j'ai eu l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui soit découvrent l'affaire Ali Arras ou redécouvrent l'affaire Ali Arras. On a pu voir sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens s'intéressent à la question. Alors beaucoup de gens ont été choqués par la vidéo qui pourtant est quand même là depuis, je pense, depuis 2015, si je me souviens bien, depuis 2015. Et on a vu des interviews, votre témoignage sur ce qui s'est passé, des moments très douloureux, parce que là on parle de la torture. Si vous voulez revenir là-dessus, survoler sans aller maintenant parce que vous en avez parlé,
Qu'est-ce que vous pouvez encore dire par rapport à toutes ces tortures et tout ce silence que vous avez observé, que ce soit là-bas au Maroc, que ce soit en Espagne, que ce soit en Belgique sont des pays où vous vous êtes dit, ok, je suis un Emilia, donc je suis lié à l'Espagne, je suis peut-être originaire du Maroc, peut-être que je suis lié au Maroc, j'ai une nationalité, j'ai vécu en Belgique, je suis aussi belge, mais pourtant personne, tout le monde m'a tourné le dos. Comment est-ce que vous voyez un peu? On ne peut pas dire que tout le monde m'a tourné le dos, ce n'est pas vrai. Disons qu'il y a une certaine conscience chez les citoyens que... Je parle des autorités. Oui, des autorités. Donc les autorités, disons que c'est vrai, ils ont tourné le dos dans cette affaire-ci parce qu'il s'agit tout simplement d'un cas de terrorisme dans lequel il leur était tout permis. Ils avaient carte blanche d'agir comme ils voulaient. Bien sûr. Donc on peut violer le droit humain comme ils voulaient. Donc ils peuvent sacrifier n'importe qui au nom de terrorisme, donc, entre guillemets. Malgré mon innocence, donc, qui a été approuvée en Espagne par le juge Baltasar Garzón, malgré cela, donc, le gouvernement espagnol, à l'époque du Parti socialiste, qui était gouverné par José Luis Rodríguez Zapatero, et son gouvernement, donc j'ai essayé même d'écrire au roi Juan Carlos à l'époque, et aussi ministre de la Justice. J'ai reçu des réponses en disant que c'est une affaire dans laquelle vous devez attendre parce que c'est une affaire un peu délicate. Et voilà, donc il fallait attendre. Donc, ce côté-là, j'étais vraiment discriminé. J'étais discriminé, bien sûr, de la part de la Belgique parce qu'elle n'a pas bougé un pouce. Et aussi l'Espagne, elle a trouvé une raison et un moyen donc, de pouvoir me sacrifier alors qu'ils n'ont pas sacrifié leur citoyen Mohamed El Baye à l'époque, qui avait une nationalité espagnole, donc marocaine, et qui avait les mêmes motifs. Donc ça, je le répète encore une fois, parce que c'est très important. Donc il fallait qu'il me sacrifie. Il est vrai que aussi j'ai écrit à maintes reprises à des ambassadeurs, à l'ambassade de Madrid belge, et là, bien sûr, sans réponse. Et voilà, donc c'est vrai, ils m'ont tourné le dos, donc ils n'ont pas voulu assister. Ils ont même été sournois, hein, parce que quand vous avez demandé l'assistance consulaire en Espagne, ils vous ont répondu par voie de mail, et là vous avez un mail, on s'est prouvé, ils vous ont répondu qu'ils allaient passer le 16 décembre, alors que vous, le 14 décembre, vous avez été extradé. Ils le savaient. Donc tout a été calculé. Ils le savaient. Donc tout a été calculé. L'email, on l'a, c'est noir sur blanc, on peut même vous le montrer si vous voulez à l'occasion. Absolument. Il y est, c'est une preuve qu'ils savaient que j'étais déjà extradé. Mais ils ont eu quand même, on peut pas dire, on va dire ça comme ça, oui, ils ont eu l'audace de dire, bon, on va aller quand même le visiter le 16. Faire notre travail. Alors qu'ils savaient que j'étais déjà extradé. Donc, voilà, donc c'est pour vous dire que quand il s'agit du terrorisme, il aurait tout permis, même de faire des fausses déclarations et bien sûr de démontrer au comité de soutien et aussi au droit international qu'on a fait quand même un geste. Mais il était déjà parti. Bien sûr, tout a été calculé, tout a été fait cyniquement d'ailleurs, de manière très, très cynique. Extradé, pas n'importe où, extradé au Maroc. Et le Maroc est un pays qui était en tout cas connu pour ce genre de choses, pour la torture dans les prisons.
on ne va pas dire que les pays européens ne le savaient pas. Le comité des droits de l'homme de l'ONU l'avait dit, l'avait prévenu l'Espagne de ne pas extrader Ali au Maroc, tout le monde le savait. Et malgré ça, on l'a fait. Et ce que je ne comprends pas aussi dans cette histoire, c'est que Steven Van Acker, qui était le ministre des Affaires étrangères en 2011, avait dit totale confiance dans le système juridique espagnol. Alors si tu as une totale confiance dans les autorités ou la justice espagnole, et il y a eu un non-lieu. Ali a été innocenté. Donc si tu as confiance dans ce système juridique, pourquoi avoir laissé Ali partir au Maroc? C'est comme tu dis, Van Acker a dit, il n'y a pas question que je vais intervenir dans l'affaire d'Ali Arras, parce que Zoé Genot avait demandé qu'il interpelle son collègue des affaires étrangères espagnol pour s'assurer qu'Ali n'allait pas être extradé. Et c'est là, comme tu viens de dire, totale confiance dans un pays de l'Union européenne qui applique les règles de droits de l'homme, etc. Et ça va être considéré comme une ingérence dans l'affaire de l'Espagne, etc. Juste comme parenthèse, ça dépend du moment, hein, parce que quand il y avait l'affaire de la Catalogne, la Belgique est intervenue dans les affaires intérieures de l'Espagne pour dire qu'il n'était pas d'accord, comment il réprimait le mouvement. C'est quand ça les arrange en fait. Exactement. Et comme Ali vient de dire, il s'agit d'une affaire de terrorisme, n'est-ce pas? Donc là, moi je peux citer un député belge à qui Van Acker, à ce moment-là donc ministre des Affaires étrangères, a dit « Ne t'en occupe pas, c'est une affaire de terrorisme ». Donc pour moi c'était déjà un signal que les affaires n'allaient pas s'arranger et qu'on allait affaire à une campagne extrêmement difficile. Parce que au moment où ce mot terrible est prononcé, il y a déjà la moitié qui recule, parce qu'il ne veut pas être accusé de, etc. Même s'il s'agisse de personnes qui connaissaient Ali, qui savaient qu'il n'avait rien à voir là-dedans, et qu'il était sacrifié sur l'autel de la diplomatie. Parce qu'on ne peut parler que, pour moi, d'une collusion, d'une coopération entre ces trois pays, c'est-à-dire le Maroc, l'Espagne et la Belgique. Moi, je continue à dire que toutes les horreurs que Ali a subies, il n'aurait pas eu lieu s'il y avait une réaction correcte de la part de la Belgique, qui aurait pu s'opposer clairement à ce que Ali soit extradé, et tout en s'alignant à une autorité supérieure, comme tu viens de dire, c'était le comité de l'ONU qui l'avait demandé. Donc il pouvait passivement s'allier à ça, et en disant on soutient cette démarche de ce comité de l'ONU, et on vous demande explicitement de ne pas. Donc pour moi, là, la responsabilité dans la torture d'Ali Arras, elle commence là. Mais elle est où la faille, Luc? Elle est où la faille entre un comité de l'ONU qui dit qu'il ne faut pas extrader parce que le Maroc applique la torture? Il y a un ministre belge du développement qui dit, Olivier Chastel, en 2011, qui dit « Ah non, il n'y a pas de torture au Maroc. Il doit y avoir une faille. » Sont-ils, honnêtes, ou bien il y a de la malhonnêteté dans l'histoire? Il y a de la malhonnêteté, il y a le déni On a souvent dit, quand on était reçu au cabinet de M. Renders, qui était le ministre, comme tu sais, le ministre des Affaires étrangères en 2014. Qui est venu après Van Acker, à chaque fois qu'on venait dans le bureau d'un cabinet de ce ministère des Affaires étrangères, on leur disait, mais on peut remplir un bureau complet avec les rapports internationaux sur la question d'Ali Arras. Ah oui, ils prenaient toujours leur air étonné. Vous voyez? Donc, on ne savait de rien. Et donc, je peux vous montrer, on publiait des livres, on publiait des témoignages
donc de tous les côtés, l'être d'Ali Arras de la prison, il commence avec l'Espagne. Il y avait ça, Ali Arras pour l'exemple, et il y a donc on a les publications. Il y a Mohamed Ouachem qui faisait un film avec des témoignages sur la question d'Ali Arras. Donc on essayait d'amener du matériel, et même si nos autorités ne nous croyaient pas, il y avait effectivement tous les rapports internationaux des différents comités de l'ONU qui disaient mais il est en détention arbitraire, et deuxièmement il est torturé. Donc c'était les deux messages. La Belgique n'a pas voulu écouter ces messages, et elle a continué le déni pendant 12 ans. Et vous devez avoir vécu pour le croire. Bien sûr, on a été confronté à un mépris, à un cynisme, à des fausses promesses. Quand on a interrompu différentes conférences, on a interrompu des conférences de Van Acker, on a interrompu des conférences de Reinders. C'était des actions dures, mais on a été pacifiquement devant le ministère, mais souvent devant l'ambassade du Maroc, devant l'ambassade de l'Espagne. Et donc, tous étaient dans le déni. Et donc, oui, on peut creuser plus loin, oui, mais ça viendra. Non, ça viendra, mais c'est un grand sujet. C'est un grand sujet. C'est juste, encore, Mohamed, si vous me permettez, Bien sûr. il y a ça. Donc, en 2014, il y a Amnesty International, la campagne mondiale, pas dans un pays, mondial, qui met la tête d'Ali Arras. Il y avait 5 porte-parole de la campagne contre la torture. Ali Arras était le deuxième, l'autre était du Mexique, de Nigeria, je crois, et Ouzbékistan. Voilà. Donc, la Belgique, elle a tout ça. Bien sûr. Elle sait très bien. C'est pas rien. Je veux dire, il y a eu, je pense, 200 000 signatures à travers le monde pour la libération d'Ali Arras. Absolument. Et donc, je trouve que dire on ne savait pas, hein, donc on a tout ça, on a justice pour Ali, c'était des cartes à envoyer à M. Moustapha Rami, donc le ministre de voilà. la Justice. Donc tout ça, ça existait, le matériel il était là, et donc voilà, on était consternés, et je pense que par exemple pour la sœur, et aussi pour la femme d'Ali, mais aussi pour la sœur qui menait la campagne ici comme porte-parole, ça a été extrêmement dur. De tout le temps été repoussé, renié, voilà, des fausses promesses. Oui, disait Reinders, j'étais là quand il a dit oui, je vais vous recevoir ici, mais vous avez ma carte. Tu pouvais insister après, mais jamais.